Du coup, pour me présenter, enfin, moi, du coup, je suis Clara, je fais partie de l'IFSA France, donc qui est une association d'étudiants forestiers basée à AgroParisTech, avec soit du master à ETPF, soit de l'UL, soit AgroParisTech. Aujourd'hui, du coup, Noémie Delpoux va nous faire une conférence sur la dynamique des forêts subalpines, pardon. Et du coup, c'est un peu une avant-première, parce que du coup, Noémie Delpoux soutiendra sa thèse donc la semaine prochaine sur quasiment le même sujet. Bah, Ouais, c'est le c'est le même même sujet, sujet, oui. ouais, voilà. Donc C'est un voilà, sujet de thèse. je la laisse faire sa présentation. Et si vous avez des questions, du coup, ça sera à la fin. Merci Clara. Bonjour à tous, donc Noémie Delpoux, je vais vous présenter une partie de mon travail de thèse qui porte sur la dynamique des forêts subalpines et plus précisément la limite de la forêt dans le contexte des changements globaux, donc avec un peu de patrons spatiaux, de déterminants et les conséquences sur la diversité floristique. Donc mes directeurs de thèse sont Cyril Radgebert et Laurent Bergès et j'ai effectué ce travail de thèse à l'UMR Silva. Ah, ça y est. Donc d'abord un petit plan rapidement. Donc je vais commencer par une introduction vraiment très générale et ensuite revenir un peu plus en détail sur le contexte de chacune des trois parties, donc la dynamique de la limite des forêts à la fois dans les Alpes du Nord françaises et dans les Pyrénées françaises, les déterminants de cette dynamique et puis les conséquences sur la diversité floristique avec une étude de cas dans la vallée de la Maurienne en Savoie. Et donc, pour chaque partie, après avoir détaillé le contexte, on verra les objectifs principaux, le matériel et méthodes, les résultats, et un point de discussion avant une discussion générale qui sera plutôt une synthèse de la présentation. Donc d'abord, quand on s'intéresse aux forêts subalpines, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à la forêt qui se trouve dans l'étage subalpin, c'est-à-dire en théorie entre 1700 et 2300 mètres, ici. Et la forêt subalpine a une limite qui va également distinguer les étages subalpins et alpins, puisque l'étage alpin est dépourvu d'arbres. Et donc, si on fait un rapide historique de la dynamique des forêts subalpines depuis le début de l'Holocène, donc on voit qu'il y a d'abord eu un réchauffement et un assèchement du climat au début donc, de l'Holocène qui a engendré une remontée des forêts. Il y a eu ensuite au début du néolithique l'apparition des activités agricoles qui a pu être mise en évidence et on passe à ce moment-là plutôt dans une dynamique inverse, donc avec une diminution des forêts. Ensuite, ça s'intensifie, il y a beaucoup de pâturages qui se développent avec notamment les feux de forêt qui vont permettre d'ouvrir les pâtures et de les entretenir. Et donc, on est toujours ici dans une diminution des forêts, mais plus forte. Ça continue encore à l'âge de fer et dans les temps romains, même si là, les feux sont un peu mieux régulés et on a les prémices de la gestion pour une production forestière. Et après, au Moyen Âge, la croissance démographique est très importante, donc il y a toujours cette pression sur les forêts. Et enfin, à l'époque moderne, il y a l'industrialisation qui intensifie encore les pressions humaines sur les forêts. Et là, donc, ça diminue toujours jusqu'à même arriver au minimum forestier, donc aux alentours de 1850 en France. Et donc, au moment de ce minimum forestier, il y a beaucoup d'inondations et d'érosion des sols qui sont observées. Et donc, les gens commencent un peu à prendre conscience de l'intérêt des forêts pour réguler ces phénomènes. Et il y a des législations qui sont mises en place, notamment le Code forestier, donc en 1827 en France. Et ça va aboutir à une transition forestière, puisqu'on passe d'une déforestation majeure avant cette date à une reforestation majeure. Cette reforestation va être quand même modulée par plusieurs facteurs, notamment des politiques de reboisement, donc les reboisements des terrains en montagne qui ont pu être donc des boisements volontaires. Il y a également un exode des populations rurales, donc qui quittent les montagnes pour aller se concentrer dans les villes. Et ça, c'était accompagné par un abandon pastoral qui est aussi très important en montagne. Et enfin, il y a le réchauffement climatique, donc toujours à peu près à cette période. Et il est important de noter ici que tout commence à peu près à partir de 1850, mais il y a une accélération dans la deuxième moitié du XXe siècle qui est importante. Et donc on a une expansion forestière et en altitude, ce qu'on observe, c'est de nombreuses remontées des limites des forêts au cours du XXe siècle. Donc on voit sur cette carte les points violets et on a quand même quelques cas, mais ils sont un peu plus rares, où on a un abaissement ou une stabilité des limites. Donc nous, on va plus s'intéresser à ces limites forestières et
pour faire écho avec la slide précédente, donc il y a 3 grands facteurs qu'on va reprendre, donc les facteurs environnementaux, les facteurs paysagers et forestiers, et les facteurs liés aux activités humaines. Et après avoir agi sur la limite des forêts, donc la remontée potentielle va avoir des conséquences sur la biodiversité et les écosystèmes. Et notamment, quand la nouvelle forêt va s'installer plus haut en altitude, on va avoir une modification des conditions, donc notamment une diminution de la lumière qui est très importante pour les espèces de milieux ouverts qu'on va trouver au-dessus. Également, un sol plus froid en été et plus chaud en hiver, par exemple, et une altération de la disponibilité en nutriments et en eau, donc qui va également entraîner des modifications dans les communautés forestières au détriment des espèces de milieux ouverts ou les espèces qui ont besoin à un moment d'avoir des milieux ouverts dans leur cycle de vie. Et notamment, j'ai ici pris l'exemple du lagopède alpin qui a besoin des milieux ouverts pour sa reproduction. Et donc, c'est souvent noté, c'est la réduction des habitats alpins qui est une menace forte pour les espèces, d'autant qu'en montagne, il y a beaucoup d'espèces endémiques, donc on les trouve que là, et c'est important de s'y intéresser. Mais la diversité des espèces, ce n'est pas la seule chose à prendre en compte dans l'écotone, puisqu'on a d'autres fonctions, notamment la protection des infrastructures face aux avalanches ou aux chutes de pierres, qui est assurée par les forêts subalpines. Également, on peut avoir une croissance supplémentaire et donc une biomasse supplémentaire qui va être intéressante pour la séquestration du carbone. Il y a aussi tout ce qui est récréation, donc pour le tourisme par exemple, et des éléments liés à la production et à l'élevage, donc notamment les produits liés à l'élevage, comme les produits laitiers par exemple. Et donc tout ça, ça va être à prendre en compte pour essayer de favoriser des synergies entre ces différentes fonctions dans le cas de la dynamique des limites forestières. Donc on va justement commencer par cette première partie qui s'intéresse à la dynamique spatio-temporelle des limites forestières depuis 1850. Un petit point de définition d'abord. Donc on est ici dans l'écotone alpin, c'est-à-dire la zone de transition entre les forêts ici denses et l'étage alpin dépourvu d'arbres, donc les pelouses alpines. Et au cœur de cette écotone, on peut trouver plusieurs limites. Donc la première à laquelle on va s'intéresser ici, c'est la trouver au-dessus la limite, de la forêt ouverte, donc ouvert est compris entre 10 et 40%. Au-delà, on peut encore trouver la limite des arbres, qui est une limite théorique, la limite de la forme de vie arbre, en fait, puisqu'au-delà de cette limite, les individus qu'on va trouver ne vont pas être assez grands pour être couplés à l'atmosphère et donc ne peuvent pas être qualifiés d'arbres. En revanche, ils peuvent avoir des formes un petit peu particulières, très proches du sol, et on peut les appeler des grumoles, et ils vont être intégrés dans la limite spécifique qui, elle, est propre à chaque espèce et qui correspond à l'aire de distribution. On ne va pas tellement s'intéresser à ces deux limites-là, même si on les mentionnera un peu plus tard. Et si on se concentre sur la limite des forêts et la limite des forêts fermées, on peut les combiner pour parler de limite des forêts dont le couvert est supérieur à 10%. Donc, pour faire un petit point sur ce qu'on connaît de la littérature, donc, on sait qu'il y a eu des remontées qui ont été mises en évidence au cours des 150 dernières années par des études dendrochronologiques ou de cartes anciennes, mais ces remontées sont très locales. Donc on ne sait pas trop en fait ce qui se passe en termes de variation spatiale, puisque on n'a pas d'études. Voilà, donc pour reprendre, en fait, il nous manque des études à une échelle régionale et avec une profondeur temporelle qui intègre le début des changements globaux, donc depuis 1850. Donc nous, c'est ce qu'on propose de faire ici, dans les Alpes du Nord et les Pyrénées françaises. Et donc, on se demande quelle est la dynamique des forêts subalpines dans ces massifs. D'abord, est-ce qu'on observe bien une expansion des forêts en altitude, donc une élévation de la limite? Également, est-ce que cette élévation va s'accélérer dans la période récente, ce à quoi on pourrait s'attendre d'après les tendances des changements globaux?
Et plus précisément pour les Alpes du Nord, est-ce qu'il y a une accélération après 1950, puisqu'on va le voir après, on a les moyens d'avoir une date supplémentaire pour ce massif-là. Et enfin, puisqu'on a une échelle spatiale un peu plus large, est-ce qu'on peut mettre en évidence une hétérogénéité de la dynamique de la limite des forêts, ou est-ce qu'on a quelque chose d'homogène à travers tout le massif? Donc, pour ça, on s'est concentré sur les Alpes du Nord et les Pyrénées françaises, et on a sélectionné les communes qui ont toutes au moins un point à une altitude supérieure à 2200 mètres, là où on pourrait mettre en évidence un déplacement de la limite des forêts. Donc ça nous fait 114 communes dans les Pyrénées, donc qui apparaîtront toujours avec cette photo-là, et 150 communes dans les Alpes du Nord. Pour chacune de ces communes, on a comparé des cartes historiques et récentes, donc la carte d'état-major, la BD Forêt V1 et la BD Forêt V2, qui datent en moyenne de 1851, 1993 et 2010 dans notre zone d'étude des Pyrénées. Et pour les Alpes du Nord, donc ces cartes, on a utilisé les mêmes, donc qui datent en moyenne de 1860, de 1995 et de 2007, mais on a en plus pu ajouter ici le scan historique de 1950, puisqu'il y a un projet parallèle au projet de ma thèse qui a pour objectif de proposer une carte des forêts de 1950 à l'échelle de la France. Et donc on a pu bénéficier d'un petit avant-goût de ces cartes sur notre zone d'étude dans les Alpes. Et donc, à partir de ces cartes, donc dans chacune d'elles, on a estimé l'altitude moyenne de la limite des forêts, et donc ce pour chaque commune. Donc on a obtenu comme ça une estimation de la limite de vitesse par commune pour chacune des cartes, et on n'a plus qu'à faire une différence entre des cartes consécutives, et puis également on a calculé les vitesses pour pouvoir comparer les périodes et les communes entre elles, puisque les dates de cartographie ne sont pas tout le temps identiques au cœur de notre zone d'étude. Et donc, c'était pour mieux comparer. Et on a utilisé des tests T pour faire ces comparaisons. Donc, on passe maintenant aux résultats. Dans un premier temps, ici, pour les Pyrénées, on voit qu'on a une remontée en moyenne de 0,9 mètres par an sur l'ensemble du massif. Si on compare maintenant dans les Alpes du Nord, on a plutôt une stabilité entre 1860 et 1951 et une remontée ensuite, donc à partir de 1951, de 3,8 mètres par an en moyenne. Et ça, c'est assez similaire à ce qu'on a dans les dans les Pyrénées, mais cette fois-ci pour la période la plus récente, entre 1993 et 2010, où on a une remontée de 3,5 mètres par an en moyenne. Au contraire, dans les Alpes du Nord, sur la période récente, donc entre 1995 et 2007, on a une stabilité en moyenne. Mais si on décortique maintenant un peu mieux ces déplacements, on voit qu'ils sont en fait hétérogènes déjà sur les cartes. Et donc dans les Pyrénées, on a coupé en deux, en fait, ici, vraiment entre nos deux parties. Et on a regardé ce que ça donnait entre ouest et est. Et on voit que dans la première période, on a une remontée plus rapide à l'est du massif qu'à l'ouest, où en fait on n'a même pas de remontée. Alors que ça s'inverse dans la période récente, on a une remontée très rapide à l'ouest et une remontée moins rapide à l'est, mais tout de même une remontée. Dans les Alpes, on a plutôt pris les départements, donc Haute-Savoie, Savoie et Isère, pour avoir une idée de la spatialisation. Ça fait un peu un gradient nord-sud. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur la première période, c'est stable à peu près partout, que sur la deuxième période, on a une remontée à peu près partout. Et ce qui est intéressant de noter, c'est plutôt ici, sur la période récente, donc entre 1995 et 2007, on a un abaissement de la limite des forêts en Haute-Savoie, donc en violet. Et si on s'intéresse maintenant à la limite des forêts fermées, on voit que dans les Pyrénées et en Isère, donc en Isère ici en bleu et là pour les Pyrénées, on a une remontée de la limite des forêts fermées qui est encore plus rapide que celle des forêts. Par contre, dans les autres départements des Alpes, ça reste plutôt un abaissement ou une stabilité. Donc maintenant, nous, ce qu'on s'est demandé, c'est finalement, est-ce que ce déplacement de la limite des forêts, il avait un lien avec l'expansion forestière dans le reste de la commune?
Et donc, dans les Pyrénées, on voit que finalement, la limite ici est en vert foncé et donc l'évolution de la surface forestière en vert un peu plus clair. On voit que ça suit assez bien la tendance. En revanche, quand on s'intéresse aux Alpes, on voit qu'on a un découplage entre les deux tendances. Donc, avec ici surtout, pour la première période, nous, on a une stabilité, mais avec une légère tendance à un abaissement de la limite, alors qu'on a déjà une augmentation de la surface forestière. Et cette tendance au découplage est conservée à l'échelle des départements et même quand on regarde au niveau des communes où on a un petit peu de tout. Si on fait maintenant un bilan de ce qu'on a appris dans cette partie, donc on a bien mis en évidence une remontée si on compare avec 1850, et dans les deux massifs, elle est à peu près de 170 mètres. Par contre, dans les Alpes du Nord, cette remontée a lieu à partir de 1950. Et donc, on se pose la question, dans les Pyrénées, finalement, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est aussi après 1950 que ça a démarré? Ou est-ce que c'est vraiment dès 1850, comme pourrait le suggérer la tendance observée dans d'autres études? Et dans les Pyrénées, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'on a une accélération récente de la remontée de la limite des forêts et une remontée encore plus rapide des forêts fermées. Alors que dans les Alpes, on a plutôt une limitation de la remontée, y compris pour celle des forêts fermées. Au niveau spatial, maintenant, donc on a vu que pour les Pyrénées, la remontée était plus rapide d'abord à l'est, puis ensuite plus rapide à l'ouest. Et dans les Alpes, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une forte hétérogénéité, avec surtout un abaissement en Haute-Savoie dans la période récente, qui est intéressant. Et donc ça montre bien les bénéfices de ces études à une échelle spatiale assez régionale et avec une profondeur temporelle importante, puisqu'on a pu mettre en évidence ce que les études locales ne peuvent pas faire, l'hétérogénéité qu'on a dans notre zone d'étude et les variations temporelles en même temps. Mais alors finalement, ces variations spatio-temporelles, d'où est-ce qu'elles viennent? Quels sont les facteurs qui sont responsables? Donc on va reprendre ici nos trois facteurs. On va commencer par détailler un peu plus le contexte environnemental. Et donc ici, on va revenir à notre limite théorique en bleu, ici, de la forme de vie des arbres. Et donc en fait, cette limite correspond à un isotherme de 6,4 degrés pendant la période de croissance, qui doit être d'au moins 94 jours, pour faire assez simple. Et donc forcément, dans le cas du réchauffement climatique, on va avoir une remontée de cet isotherme. Et par définition, la limite des forêts ne peut pas dépasser la limite des arbres. Donc on sait que notre limite des forêts va être très liée aussi aux températures. Donc ici, c'est pour avoir une idée du réchauffement climatique, même si c'est assez bien connu. Donc la période de référence ici est 1850-1900. Et on voit qu'on a bien une remontée globale des températures avec une accélération ici en bleu dans les années 80. Et aujourd'hui, on arrive à un réchauffement de plus d'1,5 degré depuis 1850. Et on sait aussi que ce réchauffement varie spatialement, donc on a bien l'accélération du réchauffement en 1980, mais on voit qu'elle n'est pas uniforme. Et nous, si on s'intéresse plus particulièrement à nos montagnes ici, donc dans les Alpes, il a été mis en évidence un réchauffement de 1,5 degré seulement entre 1975 et 2004, donc forcément le réchauffement est encore plus intense. Et dans les Pyrénées, on a aussi un réchauffement de 1 degré qui a été mis en évidence entre 1958 et 2008. Donc dans les montagnes, c'est encore plus important de s'intéresser au réchauffement des températures et dans notre cas pour la limite des forêts. Et ce qu'on attend ici, c'est une remontée de l'isotherme. Et donc, s'il n'y a pas d'autres contraintes qui influencent notre limite des forêts, on s'attend à ce qu'elle remonte en suivant cet isotherme. Si on s'intéresse maintenant au contexte forestier, on voit que dans les montagnes françaises, on a 4 espèces principalement qu'on va retrouver dans les l'étage subalpin. Donc le pin sambro, le mélèze, le pin accroché, qui est la seule espèce à l'étage subalpin dans les Pyrénées, et l'épicéa. Et la distribution de ces espèces va dépendre de 2 choses. D'abord, les conditions climatiques et édaphiques. Donc, si on prend un exemple en particulier ici dans les Pyrénées, on peut voir qu'on a une zone en fait plus humide, où du coup le pin accroché ne va pas pouvoir se développer parce qu'il préfère les environnements plus secs, et donc on va voir apparaître le hêtre et le sapin, qui sont des espèces de l'étage montagnard, donc en dessous de l'étage subalpin.
Mais la distribution des essences va aussi dépendre de l'histoire de leur utilisation, et notamment, toujours dans le même exemple, le hêtre a été favorisé au détriment du sapin pour la production de charbon à l'époque de l'industrialisation. Pour prendre un autre exemple, cette fois dans les Alpes, on voit que le mélèze s'est répandu un petit peu partout, et notamment à cause des pratiques pastorales au cours du XXe siècle. Et ces essences vont avoir différents traits d'histoire de vie et donc différentes capacités de colonisation. On prend d'un côté les espèces de début de succession, donc les espèces pionnières. On a le mélèze ici, et puis le pin sambro et le pin accroché. Par exemple, le pin accroché, lui, va avoir des graines ailées qui vont donc pouvoir se disperser vraiment loin. Et donc, pour ces espèces, on s'attend à avoir une remontée rapide de la limite des forêts quand elle est constituée de ces espèces de début de succession. Au contraire, on a les espèces de fin de succession, donc épicéa, hêtre et sapin, qui vont, elles, avoir de moins bonnes capacités de colonisation, et donc on s'attend à ce qu'elles aient une remontée plus lente. Maintenant, on va passer au contexte socio-économique. Et donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que dès 1850, on a eu une diminution de la population rurale, qui du coup est partie plutôt dans les villes, et on a un point d'inversion en 1930. Et de ça, il y a eu ensuite un accompagnement qui a été l'abandon pastoral. Et si on le regarde ici plutôt au niveau spatial, on voit qu'il a démarré dès le 19e siècle en France et notamment dans les Alpes du Sud, pour ensuite s'étendre aux pays les plus à l'ouest, donc Espagne et Portugal, au XXe siècle. Dans les Alpes du Nord, c'est aussi au XXe siècle qu'il y a eu les abandons pastoraux, surtout parce que les conditions étaient très difficiles en termes de communication et de transport, donc ça a un peu retardé par rapport à d'autres zones en France. Et pour les Pyrénées, cette fois, donc, il y a eu un début d'abandon pastoral à l'est, qui s'est propagé ensuite à l'ouest, et même jusqu'au XXIe siècle, il y avait encore au début du XXe siècle des pâtures qui étaient préservées dans les Alpes tout à l'ouest, dans les Pyrénées les plus à l'ouest. Mais aujourd'hui, il y a encore des zones où il y a beaucoup de pâturage, et notamment donc ici dans les Alpes, on voit qu'il y a une grande variabilité des surfaces de pâturage, et notamment ici euh, dans les Hautes-Alpes, on trouve beaucoup de pâturage. Et donc ça va aussi faire qu'on s'attend à ce qu'il y ait moins, dans les zones où il y aurait moins de surface pastorale, il y aurait une remontée plus rapide, puisque moins de pression sur les forêts. Il y a aussi des différences de cheptel, donc à travers toute l'Europe ici, mais nous, si on s'intéresse à la France, on voit que dans les Pyrénées, il y a un mélange entre bovins et ovins. Et dans les Alpes du Nord, on a en fait en Savoie et Haute-Savoie, on a plutôt des bovins, alors qu'on a des ovins en Isère. Et les espèces vont avoir différentes préférences pour différentes essences, donc ça va rentrer un peu en combinaison avec cet autre facteur, et ça va influencer aussi les vitesses de remontée de la limite des forêts. Enfin, au XXe siècle, il y a eu un important développement du tourisme, notamment le tourisme hivernal, avec les stations de ski qui se sont répandues, et il a fallu ouvrir des pistes dans les forêts. Donc forcément, on s'attend à avoir une remontée des forêts plus rapide, là où il y a eu moins de tourisme et donc moins de répercussions sur les forêts. Donc finalement, quelle est la part un peu de chacun de ces facteurs climatiques, paysagers, forestiers et socio-économiques sur nos variations spatio-temporelles? Notamment pour la dynamique temporelle, finalement, est-ce qu'elle suit celle du réchauffement climatique et ou celle de la déprise agricole? Et puis pour les variations spatiales, est-ce que c'est un résultat plutôt de la dynamique d'abandon pastoral qui varie localement, ou bien du contexte forestier, ou encore une combinaison des deux? Et plus précisément pour les Alpes, on s'est aussi intéressé un peu plus au tourisme pour voir s'il y a eu un impact sur la dynamique récente de la limite des forêts. Donc on va commencer par les tendances temporelles d'abord. Et donc pour ça, on a regardé d'un côté, pour les activités humaines, l'évolution de la densité de bétail selon plusieurs enquêtes pastorales qu'on avait de disponibles, et également l'évolution de la population.
Pour le contexte forestier et paysager, on a regardé l'évolution de la surface forestière, comme j'ai présenté avant, pour comparer avec la remontée de la limite des forêts, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais pour le climat, on a récupéré des longues séries de températures pour les Pyrénées, donc la série du pic du Midi, qui se trouve à 2877 mètres d'altitude et qui est disponible depuis 1881. Et dans les Alpes, on a utilisé des valeurs de vitesse de réchauffement trouvées dans la littérature, spécifiquement pour les Alpes, donc bien adaptées à ce qu'on voulait. Et à partir de là, on a calculé la remontée de notre isotherme, cette limite théorique, à partir du gradient adiabatique. Je vais revenir dessus juste après. Mais d'abord, un petit point de résultat sur ce qu'on observe pour l'évolution des cheptels, ici en orange, et puis de la population en rouge, c'est qu'on a une tendance sur la période complète de notre étude, on voit que ça suit assez bien la remontée de notre limite. Mais plus intéressant, si on regarde maintenant le réchauffement, on a ici en bleu le plus visible, donc la moyenne sur 30 ans, la moyenne mobile sur 30 ans des températures. Et on voit en fait que l'accélération qu'on a observée dans les Pyrénées, c'est la même que celle, enfin, elle est concomitante à celle qu'on retrouve pour le réchauffement des températures. Si maintenant on regarde notre gradient adiabatique, donc on sait que quand on monte de 100 mètres en altitude, on va perdre 0,55 degrés. Donc forcément, si d'un côté la température se réchauffe, ben on va avoir un déplacement de notre limite en altitude pour traquer cette isotherme. Et donc, à partir de là, on a pu calculer avec l'augmentation des températures, donc ici entre les points à chaque fois qu'on voit en bleu plus foncé. Donc à chaque fois, ça a augmenté de 0,62 degrés, mais la deuxième période est plus courte. Donc c'est un réchauffement plus rapide. Et donc ça a permis de déterminer une remontée de la limite potentielle de 112 mètres et de 113 mètres, donc parce que c'est des moyennes. Et si on compare avec nos résultats, on voit que pour la première période, c'est assez similaire à la remontée que nous, on a observée. En revanche, pour la période récente, ben, on a observé une remontée 2 fois moins rapide. Donc oui, ça suit la tendance du réchauffement climatique, mais attention parce que c'est quand même avec un délai, puisqu'il y a d'autres facteurs sûrement qui rentrent en jeu. On a regardé aussi pour les Alpes, et là, le réchauffement était de 1,48 degrés et l'élévation de la limite potentielle de 269 mètres entre 1951 et 1995, puisqu'on s'est intéressé exclusivement à la période où on observe une remontée. Et c'est un peu moins que ce que nous, on a observé, presque aussi, enfin notre estimation est aussi à peu près 2 fois moins rapide. Et ce qu'on peut dire pour les Alpes en plus, c'est que comme la limite est ensuite plutôt stable en moyenne pour la période récente, ben, l'écart se creuse encore avec le réchauffement. Et donc, il y a forcément d'autres choses qui entrent en jeu. Donc là, on va maintenant se concentrer sur les analyses spatiales. Et donc, on a testé plein de variables. Donc, j'ai cité ici les variables relatives au climat et à la topographie. Donc, par exemple, le bilan hydrique estival et la pente moyenne. Pour le contexte paysager et forestier, on a pris le pourcentage de surface sous la limite des forêts qui pourrait donc apporter des graines pour la recolonisation en altitude. Également l'altitude de la limite de la forêt au début de la période, qui est importante pour le contexte, et le type d'essence à la limite, l'essence qui dominait dans la commune. Pour les activités humaines, dans les Pyrénées, on a pu trouver une évolution de la densité de bétail, donc d'après les mêmes enquêtes pastorales que celles évoquées précédemment. Et on a aussi calculé la surface au-dessus de la limite disponible par agriculteur, donc la surface à gérer. Alors que dans les Alpes, on n'avait pas tout à fait les mêmes données. Donc on a utilisé la densité de population au début de la période. Pour les données pastorales, on a aussi utilisé les régions agricoles. La proportion de pâture dans la commune, d'après l'enquête de 2011, donc seulement pour la période récente, et le type d'élevage dominant. Et enfin, on a fait un petit focus sur le tourisme, mais avec la densité de remontée mécanique dans la commune, puisque c'est la seule donnée qu'on avait réussi à avoir pour l'instant. Et donc, à partir de toutes ces variables, on a exploré différents sets
et les corrélations qu'il y avait entre les variables pour sélectionner le modèle le plus parcimonieux. Et ensuite, dans chaque modèle, on a regardé la contribution de chaque variable pour expliquer les variations. Donc, dans un premier temps, si on se concentre sur les Pyrénées, ce qu'on voit, c'est que ici, on a l'évolution de la densité de bétail. Et donc, on voit qu'il y avait une pression assez forte avant 1852 et que la déprise a été d'abord plus forte à l'est, qui coïncide assez bien avec le patron qu'on a ici, donc de remontée plus rapide à l'est. Et plus récemment, ça s'est généralisé à l'ouest, et donc ça correspond ici aussi à notre période récente. Et cet effet, on ne l'a pas observé directement dans les modèles, mais on l'a retrouvé sous l'effet de l'altitude de la limite au début de la période. Puisqu'en fait, nous, ce qu'on a mis derrière, c'est que plus la pression de pâturage passée avait été forte, plus la limite avait été abaissée avant le début du coup de la période. Et au contraire, si la pression de pâturage était moins forte, on avait une limite qui restait plus proche de la limite théorique. Et donc, quand on retire la pression de pâturage, ben, lorsque la limite était plus basse, elle est dans des conditions plus favorables pour remonter plus rapidement, alors quand elle était plus haute, elle a déjà une vitesse un peu moins importante puisqu'elle est proche de l'isotère. Et donc, il y avait un deuxième facteur important qui ressortait pour les Pyrénées, c'était le type d'essence qui dominait à la limite. Et notamment ici, on peut voir qu'à l'est, il y avait beaucoup de pins accrochés, qui sont donc des espèces de débuts de succession et qui ont sûrement participé à avoir ces vitesses de remontée très fortes, alors que de l'autre côté, on avait plus du sapin et puis le hêtre aussi et des décidus, voire des mélanges qui avaient du coup des capacités de recolonisation moins importantes. C'est ce que j'ai dit. Donc, dans les Alpes, on n'a pas tellement observé cet effet de l'essence. Par contre, on a observé aussi l'effet de l'altitude de la limite de la forêt au début de la période, et également un effet, donc des différences entre les régions agricoles. Et donc, c'est intéressant parce que ça renforce l'idée que les variations sont en majorité dues au contexte socio-économique. Et donc ça, c'est vrai pour les deux premières périodes. Si on s'intéresse plus en détail à la période récente, donc là, on avait toujours un effet des régions agricoles, mais en plus, on a vu un effet de la proportion de pâture dans la surface de la commune. Et on peut même ici dire, après avoir intégré les effets des autres variables, qu'au-delà de 20% de pâture dans la commune, on a tendance à avoir un déplacement de la limite négatif, donc un abaissement de la limite des forêts. Dans la même idée, on a aussi mis en évidence un impact du tourisme et donc de l'installation des pistes de ski, avec dès la présence ici, dès qu'on est au-dessus de zéro, de remontée mécanique, on a également une vitesse négative, donc un abaissement plutôt de la limite des forêts. Donc ici, notre modèle au total expliquait 22% des variations. Il y avait 9% expliqués par les régions agricoles. Et donc en ajoutant les 6% de la proportion de pâturage et les 4% du tourisme, on voit que c'est quand même ce qui est majoritaire pour expliquer notre hétérogénéité. Donc pareil ici, pour reprendre un peu tous les éléments de cette partie, on voit que la dynamique temporelle, elle suit davantage le réchauffement climatique, même si dans la période récente, le délai se creuse. Et donc on a une dette climatique, c'est ce temps de délai avant que la remontée ne suive celle du réchauffement, donc la remontée de l'isotherme. Dans les Pyrénées, au niveau spatial, on a mis en évidence que c'était la combinaison de l'abandon pastoral et de l'essence qui dominait à la limite de la forêt, qui était responsable des variations spatiales observées. Et dans les Alpes du Nord, c'est les pressions pastorales et touristiques contemporaines qui sont fortes, qui ont tendance à abaisser la limite des forêts et donc à avoir cette hétérogénéité très forte qui résulte en une stabilité moyenne. Et donc le tourisme, c'est un point sur lequel on aimerait bien un peu plus creuser dans la suite du projet. Si on passe maintenant à la dernière partie,
Donc, c'est les conséquences, cette fois, de toute cette dynamique sur la diversité de plantes vasculaires en particulier dans la vallée de la Maurienne. Donc, si on prend ici un gradient, donc c'est notre écotone, entre les forêts subalpines assez denses et puis les pelouses alpines, on voit que les forêts subalpines, elles peuvent être anciennes, et donc elles ont dans ce cas-là des espèces assez rares qu'on peut trouver même sur les listes rouges comme celle de l'IUCN. Et leur restauration va être parfois compliquée parce que pour retrouver une forêt ancienne de plus de 150 ans, bon, ça met beaucoup de temps. Et donc la valeur conservatoire de ces forêts est assez élevée. Donc elles sont intéressantes. Et de l'autre côté de notre gradient, on a les pelouses alpines qui contiennent beaucoup d'espèces endémiques et qui sont également patrimoniales et souvent adaptées à des conditions particulières, notamment les sécheresses ponctuelles et de grandes variations d'humidité. Lorsqu'on a la forêt qui remonte en altitude, donc elle s'installe sur une ancienne pelouse et on va avoir les espèces de sous-bois qui vont aussi coloniser ce nouvel habitat, mais elles peuvent le faire avec délai. Dans ce cas-là, on a un crédit de colonisation. Si on se place maintenant du point de vue des plantes de pelouse, elles vont plus être adaptées aux nouvelles conditions de l'environnement et elles peuvent quand même persister un certain temps avant de disparaître, et c'est ce qu'on appelle la dette d'extinction. Par exemple, il y a une étude qui a été menée à altitude moyenne, donc entre 800 et 1200 mètres, donc pas à la limite de la forêt, et qui a montré que la moitié des espèces de prairies persistaient dans une forêt de moins de 50 ans. En revanche, il y a peu d'estimations de ces crédits de colonisation et d'aides d'extinction qui sont faites au niveau de la limite des forêts. Donc nous, on va s'y intéresser un peu plus ici et on va se demander comment se distribue la diversité des plantes vasculaires depuis la forêt ancienne, ici d'un côté, jusqu'aux pelouses. Et dans quelle mesure, d'un côté, nos espèces de forêt anciennes vont progresser dans la nouvelle forêt ici qui s'est installée. Donc est-ce que ça va être une colonisation très rapide, puis plus rien en pelouse, ou est-ce que ça va être un peu plus graduel? De la même façon, on se demande, pour les espèces de pelouse, comment elles vont disparaître lorsque la forêt s'installe. Donc est-ce que ça va être très brutal, ou est-ce que ça va être un peu plus graduel? Donc, pour répondre à cette question, on a utilisé un design expérimental de substitution de l'espace par le temps, ou du temps par l'espace plutôt. Et donc, ça veut dire qu'on considère que chaque milieu adjacent va correspondre à ce qu'on avait avant sur notre gradient. Donc, par exemple, ici, on distingue les milieux ouverts, déjà présents sur la carte historique, toujours la carte d'état-major, qui date de 1850. On les distingue des forêts anciennes également déjà présentes sur cette carte, et donc qui sont établies depuis au moins 150 ans, c'est pour ça qu'on les appelle F150. Entre deux, on peut trouver des forêts établies entre 70 et 150 ans qui sont présentes sur les photographies aériennes de 1950, mais qui n'étaient pas présentes sur la carte ancienne. Et enfin, on a les forêts les plus récentes, donc établies depuis moins de 70 ans, mais qui sont présentes sur les photos actuelles et qui ne l'étaient pas ni sur les photos aériennes de 1950, ni sur la carte historique. Et donc, à chaque interface entre deux milieux, on va placer ici des triplés, donc un triplet pour une interface avec une placette de part et d'autre, donc dans chacun des habitats, et une placette vraiment à l'interface d'après les cartes. Et ces triplés vont être répartis dans la vallée de la Maurienne en essayant de garder les conditions le plus similaires possible, hormis le changement d'habitat. Mais elles ne vont pas forcément être toujours sur ce gradient, donc les triplés sont indépendants. Donc ici, c'est la vallée de la Maurienne, en Savoie. Et donc nous, on a été mener une campagne de terrain là-bas à l'été 2023. On a fait des placettes de 25 mètres de long sur 2 mètres de large, donc perpendiculairement à la pente. Et sur chacune des placettes, on a fait un relevé botanique, donc des plantes vasculaires notamment. On a également relevé les conditions de la station, les coordonnées, l'altitude, la pente. Et puis, on a prélevé des échantillons de sol pour effectuer plus tard des analyses physico-chimiques. On va se concentrer ici sur les relevés botaniques. Et à partir de ces relevés, on a utilisé la fréquence des espèces dans les différents milieux pour les classer selon un habitat préférentiel.
Donc les espèces qui étaient maximales en forêt ancienne, mais qui étaient absentes des pelouses, on a considéré qu'elles avaient une affinité plus importante avec les forêts anciennes. Au contraire, les espèces qui étaient maximales en pelouse et absentes des forêts anciennes, on les a considérées comme préférentiellement en pelouse. Et les autres espèces, elles sont été dans une catégorie autre. On n'a pas pris en compte dans ces deux catégories. Et on a comparé les différentes richesses spécifiques de ces catégories avec une ANOVA, donc entre les différents milieux, puis des tests post-hoc. On a également calculé une dette d'extinction, donc un pourcentage d'espèces de pelouse qui étaient présentes dans les forêts, et le crédit de colonisation, c'est-à-dire le pourcentage d'espèces de forêts anciennes qui étaient absentes des forêts de moins de 150 ans. Donc ça, c'est les résultats. Donc ce qu'on peut voir ici, si on commence par la courbe en rose, c'est que les pelouses perdent rapidement des espèces, même déjà dès les landes. Et quand on se place dans la forêt la plus récente, ici F0, on a 27% de dette d'extinction. Donc ça veut dire qu'il y a 27 espèces qui sont encore présentes. Si on va un peu plus loin, jusque les forêts de plus de 70 ans, on a une dette d'extinction de 8%, donc il reste vraiment pas grand-chose. Au contraire, si on prend maintenant la courbe verte ici, donc les forêts anciennes, on voit que les espèces mettent du temps à arriver et on a un crédit de colonisation de 30% dans la forêt établie depuis au moins 70 ans. Et donc, les deux événements font qu'on a ici, pour la richesse totale, une baisse temporaire qui est observée ici. Et ça, on aimerait bien le creuser un peu en précisant les périodes d'établissement de la forêt en perspective. Donc, éventuellement, retourner sur le terrain pour faire un peu de dendrochronologie. Donc, en discussion, on voit ici que nous, on a mis en évidence que la remontée des forêts, elle avait un impact sur les espèces de pelouse et de forêt, et que les espèces forestières mettaient du temps à arriver. Ça pourrait quand même être intéressant de favoriser la remontée des forêts là où elle permet de diminuer la fragmentation des forêts anciennes, puisque ça pourrait permettre quand même de maintenir un peu mieux ces espèces. Au contraire, il faudrait réguler la remontée là où la menace est plus importante pour les espèces de pelouse alpine, et notamment là où l'habitat va être le plus réduit. Et donc, ce qu'on a vu surtout, c'est que nous, on a un peu de temps pour mettre en place les gestionnaires surtout ont un peu de temps pour mettre en place des actions de conservation pour 27% des espèces, mais pour les autres, elles disparaissent vraiment très rapidement. Mais dans ce cas-là, la limitation qu'on a observée dans la période récente dans les Alpes pourrait être vue comme un avantage et pourrait même être utilisée pour du coup faire quelque chose de plus ciblé au niveau spatial. Et il est important également de tenir compte de toutes les autres fonctions qu'on a citées avant et si c'est possible de favoriser les synergies même avec les autres types de biodiversité. Donc pour conclure ici, on a vu qu'on a une dette d'extinction qui est payée plus rapidement que le crédit de colonisation pour les conséquences qu'on a eues. Au niveau de la dynamique temporelle, on a quelque chose d'intéressant dans les Pyrénées puisqu'on a une accélération récente qui va être similaire à celle observée pour le réchauffement climatique. Et au niveau de l'hétérogénéité spatiale, on a une limitation récente dans les Alpes, j'ai rien mis d'autre, qui va être due surtout aux activités socio-économiques. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Et puis là, c'est pour remercier mes collègues qui sont venus avec moi sur le terrain et puis les collaborations qu'on a avec la Suisse. Trop bien. Merci beaucoup, Noémie. Est-ce que quelqu'un a des questions?